Le dernier matin d'un roi. Il fut un temps où la parole d'un seul homme suffisait à faire trembler l'Europe. Mais ce matin-là, il n'était plus qu'un homme parmi la foule, attendant que la lame tombe. Paris, 21 janvier 1793. Le ciel bas et les nuages plombés jettent une ombre funeste sur la ville. Un froid mordant s'infiltre dans les os tandis que la place de la Révolution, jadis connue comme la place Louis XV, se remplit peu à peu d'une marée silencieuse. Aucun cri, aucun murmure, seulement cette tension sourde, presque sacrée. Au centre, comme une relique macabre de justice nouvelle, se dresse la guillotine, surnommée le rasoir national par les fervents partisans du changement. Vers 10 heures, un carrosse encadré de soldats fend la foule figée. Le roulement lugubre des tambours couvre les murmures. De la voiture descend un homme de 38 ans, au regard grave mais sans peur. Il ne porte plus ni soie ni velours, juste une tenue blanche, simple, presque sacerdotale. Il fut Louis XVI, roi de France et de Navarre. Aujourd'hui, pour les révolutionnaires, il n'est plus que Louis Capet dépouillé de ses titres, de ses privilèges, et bientôt de sa vie. Le roi avance à pas mesurés vers l'échafaud. Le silence, pesant comme un glas, semble suspendre le temps. Un garde s'approche, des cordes à la main, pour entraver ses poignets. Louis se redresse. D'une voix calme et droite, il interroge, « Que comptez-vous faire ?» La réponse est brève. Ils doivent lui lier les mains. Il refuse d'abord, par principe, par dignité, exécutez vos ordres, mais ne m'attachez pas. Mais son confesseur, l'abbé Edgeworth, insiste. Après un moment d'hésitation, le roi cède, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Les poignets liés, il gravit les marches de l'échafaud sans trembler. Les tambours résonnent toujours, mais au sommet, Louis d'un geste ferme ordonne le silence. Un bref instant suspend le monde. Sa voix s'élève, claire et solennelle. Je meurs innocent. Je pardonne à ceux qui causent ma mort. Et je prie pour que ce sang ne retombe jamais sur la France. Un frisson traverse la foule. Les tambours éclatent de nouveau, noyant ses dernières paroles. Les bourreaux, vêtus de noir, le saisissent, l'allongent, verrouillent la lunette. Un silence de cathédrale s'installe. La lame s'élève, puis s'abat dans un claquement sec. La tête du roi, jadis couronnée, est levée par le bourreau Charles-Henri Sanson. Le sang coule. Des cris jaillissent, « Vive la République !» Certains avancent pour tremper leurs mouchoirs dans le sang, d'autres dansent autour de la guillotine en chantant. La monarchie s'éteint ce matin-là dans le sang, le silence, et les chants d'un monde nouveau. Un prince hors du temps. Avant de devenir l'ombre d'un roi déchu, Louis XVI fut un enfant discret, presque effacé, que personne n'imaginait un jour souverain. Pour comprendre sa chute, il faut remonter à Versailles, là où son destin s'est doucement tissé. Louis-Auguste de France naquit le 23 août 1754. Petit-fils de Louis XV, il n'était pas destiné à régner. Son père, le dauphin Louis-Ferdinand, et son frère aîné tenaient la première place dans l'ordre de succession. Mais la mort frappa trop tôt, d'abord le père en 1765, puis l'aîné, emporté peu après. Ainsi, par le jeu cruel du sort, le jeune Louis-Auguste devint l'héritier du trône. Dès l'enfance, il se distingue par son tempérament effacé, à mille lieues de la flamboyance attendue d'un futur roi. Timide, empoté, il fuit les fastes et les intrigues. Ce qui l'anime ? Les sciences, les cartes géographiques et les serrures. Il passe des heures dans un petit atelier aménagé au cœur du palais, penché sur des mécanismes, manipulant des clés et des ressorts avec la minutie d'un artisan. Ses mains, tachées de graisse, semblent davantage faites pour la mécanique que pour le sceptre. À 15 ans, en mai 1770, il épouse Marie-Antoinette, jeune archiduchesse d'Autriche âgée de 14 ans. Leur union n'a rien de romantique, c'est un arrangement géopolitique visant à consolider l'alliance franco-autrichienne. Pourtant, tout les oppose. Louis est introverti, réservé, presque maladroit en société. Marie-Antoinette, elle, est vive, rieuse, amatrice de fêtes, de théâtre et de jeux. Cette dissonance sera le prélude à bien des tensions. La nuit de noces, attendue avec nervosité par les cours européennes, tourne au fiasco. L'union n'est pas consommée. Ce silence conjugal durera 7 longues années, nourrissant rumeurs et moqueries. On murmure dans les salons, on ricane dans les pamphlets. On doute de la virilité du dauphin. Ce sujet intime devient une farce publique, humiliant profondément Louis. En 1774, la variole emporte Louis XV. À seulement 20 ans, Louis-Auguste devient roi de France.
Il prend le nom de Louis XVI. Le sacre a lieu à Reims, en grande pompe. Pourtant, un présage étrange marque la cérémonie, la lourde couronne glisse brièvement de sa tête. Le roi réformateur et les ombres de la crise. Quand Louis XVI monte sur le trône en 1774, la France est un colosse affaibli, étouffé par ses dettes et rongé par l'injustice. À seulement 20 ans, le nouveau roi hérite d'un royaume en pleine dérive. La guerre, les extravagances de la cour et une fiscalité inégalitaire ont mis à genoux les finances du pays. Tandis que le clergé et la noblesse, au moins de 2% de la population, vivent dans le luxe sans presque payer d'impôts, le peuple, surtout les paysans, ploie sous des charges écrasantes. Malgré cette situation catastrophique, Louis XVI nourrit de sincères intentions. Il n'est pas insensible à la misère de ses sujets. Dans son journal, le soir même de son avènement, il écrit simplement « Je veux être aimé ». C'est l'aveu d'un roi qui rêve de régner autrement. Dès ses premières années de pouvoir, il tente des réformes courageuses. Il soutient la cause américaine dans sa lutte pour l'indépendance, non seulement par stratégie contre l'Angleterre, mais aussi par idéal. Il nomme des ministres novateurs comme Turgot, puis Necker, pour réorganiser les finances royales. Il abolit même le servage et la torture dans les terres de la couronne, des gestes symboliques forts. Mais ses élans sont vite freinés. Louis est intelligent, mais hésitant. Il doute, recule, cède à la pression. L'aristocratie, terrifiée à l'idée de perdre ses privilèges, s'oppose avec violence à toute tentative de changement. Et Marie-Antoinette, sa jeune épouse, attire de plus en plus de critiques. On l'appelle l'Autrichienne, on l'accuse d'influencer le roi et de dépenser sans mesure. Le climat se tend davantage dans les années 1780. Plusieurs mauvaises récoltes jettent le peuple dans la faim. Le prix du pain, nourriture de base, s'envole. Des émeutes éclatent. Louis, acculé, propose en 1786 de faire enfin contribuer la noblesse à l'impôt. C'est un séisme. Les notables convoqués, tous issus de l'élite, refusent avec arrogance. Le roi perd patience. Il n'a plus le choix. En 1789, il prend une décision historique, convoquer les États généraux. Une assemblée nationale que la France n'a pas connue depuis près de 2 siècles. Sans le savoir, il ouvre la porte à la Révolution. La nation se réveille. Mais 1789. Une tension sourde traverse le royaume. Les États généraux s'ouvrent à Versailles, dans une atmosphère électrique. 3 ordres y sont représentés, le clergé, la noblesse, et le tiers-État, ce dernier regroupant près de 97% de la population, mais n'ayant qu'un tiers des voix. C'est une injustice flagrante que les représentants du peuple ne sont plus prêts à tolérer. Très vite, un bras de fer s'installe. Les membres du tiers-État exigent que le vote se fasse non plus par ordre, mais par tête. Une voix, un homme. Une demande explosive qui remet en cause les fondations de la monarchie d'Ancien Régime. Les nobles et le clergé refusent. Mais le peuple ne plie pas. Un homme se lève, un nom retentit, Mirabeau. Puis un autre, Sieyès. Ensemble, ils proclament la naissance d'un nouveau pouvoir, l'Assemblée nationale. Le 20 juin, chassés de leur salle habituelle, les députés se réunissent dans une salle de jeu de paume. Là, ils jurent solennellement de ne pas se disperser avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est un tournant irréversible. Louis XVI, entouré de courtisans hostiles au changement, tente de reprendre la main. Il mobilise des troupes autour de Paris et de Versailles. Une démonstration de force perçue comme une menace directe. La peur s'empare de la capitale. Le 14 juillet 1789, la poudrière explose. Des milliers de Parisiens prennent d'assaut la Bastille, symbole du pouvoir arbitraire royal. La forteresse ne compte que quelques prisonniers, mais son importance est hautement symbolique. Le gouverneur est capturé, sa tête tranchée, empalée sur une pique, brandie dans les rues comme un totem de révolte. Face à cette déflagration populaire, le roi plie. Il se rend à Paris, arbore une cocarde tricolore, reconnaît la garde nationale. Mais le mal est fait. La confiance est brisée. Le peuple voit en lui un homme qui subit, pas un roi qui dirige. Le roi enchaîné octobre 1789. Tandis que la révolution s'étend dans les provinces, Paris gronde. Le pain manque, les ventres sont vides. Une colère brute monte du peuple, et ce sont les femmes qui la portent. Des centaines, puis des milliers de Parisiennes, armées de haches, de piques ou de simples bâtons, marchent vers Versailles, hurlant leur faim et leur désespoir. Le pouvoir, désormais, ne tient plus dans les salons, mais dans la rue.
durant la nuit, la foule envahit le château. Des gardes sont massacrés, des appartements saccagés. Le roi, réveillé en sursaut, n'a plus le choix. Il doit se rendre. Accompagné de Marie-Antoinette et de ses enfants, il quitte Versailles sous escorte populaire. La famille royale est ramenée à Paris, installée au palais des Tuileries. Ce n'est pas une demeure. C'est une cage dorée. Louis XVI vit désormais sous le regard du peuple. Chaque geste est observé, chaque mot analysé. Il tente de jouer le jeu, d'accepter les changements. En apparence, il adopte les couleurs de la Révolution. Mais en secret, il s'efforce de restaurer son pouvoir. Des lettres partent en cachette. Des contacts sont noués avec les souverains d'Europe. La monarchie absolue se meurt, mais elle refuse de disparaître sans résistance. Juin 1791. Dans le silence d'une nuit, la famille royale tente de fuir. Déguisés, dissimulés dans une berline, ils filent vers l'est, espérant atteindre la frontière. Mais le subterfuge échoue. À Varennes, ils sont reconnus, arrêtés, ramenés à Paris sous escorte. L'humiliation est immense. La confiance, brisée. Ce n'est plus un roi faible, mais un traître. Et pourtant, l'Assemblée constituante choisit de maintenir la monarchie. Une constitution est rédigée, adoptée en septembre. Louis devient un roi des Français, un monarque constitutionnel réduit à un rôle d'apparat. Pour les modérés, c'est l'équilibre idéal. Pour les radicaux, c'est une trahison de la Révolution. Mais les apparences sont trompeuses. La monarchie, affaiblie, vacille. Et dans les rues, la colère ne cesse de monter, le trône dévoré par la tempête. L'année 1792 marque un tournant sanglant. L'espoir d'une monarchie constitutionnelle s'efface jour après jour. Les tensions s'accumulent, les soupçons se muent en accusations. La rumeur enfle, Louis XVI aurait conspiré avec les puissances étrangères, trahi la nation en tentant de restaurer son autorité par la force extérieure. Le feu est mis aux poudres en août. Le 10, une marée populaire venue des faubourgs se rue sur le palais des Tuileries. Le peuple ne demande plus de réforme, il exige la fin du roi. Les gardes suisses défendent désespérément la résidence royale, mais ils sont submergés, massacrés. Le sang coule sur les marches du palais, les couloirs résonnent de cris de guerre. L'image du roi est irrémédiablement ternie. Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs enfants et la sœur du roi sont arrêtés, transférés à la prison du Temple. Une tour grise, austère, médiévale, les enferme. Fin du faste. Fin du règne. L'ancien monde est désormais sous les verrous. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale, nouvel organe révolutionnaire, tranche sans appel, la monarchie est abolie. La République est née. Le roi n'est plus qu'un citoyen, Louis Capet. L'homme sacré devient justiciable comme un autre. Mais pour beaucoup, il n'est pas simplement un accusé, il est un symbole à abattre. Le mois de décembre ouvre le procès. Accusé de trahison et de crimes contre l'État, Louis comparaît devant la Convention. À la surprise générale, il se défend avec calme et intelligence, réfutant point par point les charges. Mais l'issue est scellée d'avance. Les Jacobins dominent la salle. L'atmosphère est lourde, électrique, presque déjà funèbre. La sentence tombe, mort. À une voix près, l'Assemblée choisit la guillotine. Il n'y aura ni grâce, ni appel. Louis XVI est condamné. La dernière veillée. La nuit du 20 janvier 1793 s'abat sur Paris comme un linceul. Dans la prison du Temple, un silence pesant règne, seulement troublé par le froissement des habits ou les soupirs discrets. Le roi est éveillé. Il sait. Il sait que l'aube n'apportera rien d'autre que la fin. Dans une pièce froide et nue, Louis XVI retrouve une dernière fois ceux qu'il aime. Marie-Antoinette, sa compagne depuis l'adolescence. Leur fille, Marie-Thérèse, le regard embué de chagrin. Son jeune fils, Louis-Charles, encore trop jeune pour comprendre la portée de ce moment. Et sa sœur, Madame Élisabeth, pilier silencieux de cette tragédie royale. Les paroles sont rares, étouffées par les larmes. Chacun essaie de graver les visages dans sa mémoire. Louis, calme, digne, tente de réconforter les siens. Il promet de les revoir au matin, une promesse qu'il sait mensongère mais nécessaire. Il embrasse ses enfants, serre longuement les mains tremblantes de sa femme. Ce ne sont plus des adieux d'un roi, ce sont ceux d'un père, d'un frère, d'un mari. Quand la porte se referme sur les derniers regards,
le silence redevient total. Le roi s'agenouille, prie longuement. L'abbé Edgeworth, son confesseur, l'accompagne dans ses ultimes rites. Il reçoit l'Eucharistie, murmure des mots de pardon, médite. Il n'y a ni plainte, ni panique. Seulement une fatigue immense, et cette volonté d'affronter la mort avec paix. Pendant que la ville dort ou s'agite à l'idée du jour à venir, Louis rédige une dernière lettre. Une déclaration à ses enfants, adieu, au monde. Il ne maudit personne. Il ne supplie pas. Il s'en remet à la justice divine, là où celle des hommes a failli. La nuit s'étire, solennelle. Chaque heure qui passe le rapproche de l'échafaud. Mais il reste droit. Ce roi que l'on disait indécis, faible, trop lent, affronte sa fin avec une force qui surprend même ses geôliers. Le jour se lève. Il est temps. L'aube rouge. 21 janvier 1793. Paris s'éveille dans un silence glacial. L'hiver est mordant, le ciel, d'un gris lourd. Sur la place de la Révolution, les préparatifs sont achevés. La guillotine, dressée sur l'échafaud, semble attendre. Des milliers de Parisiens se massent autour, certains figés, d'autres enfiévrés, tous conscients qu'ils assistent à un moment irréversible. Vers 10 heures, un carrosse s'avance lentement, escorté de gardes armés. À l'intérieur, Louis XVI, calme, droit, les poignets liés. Il a passé la nuit à prier. Il ne lutte pas. Il ne supplie pas. Il est prêt. Les tambours résonnent dans l'air froid, étouffant toute pensée. Lorsque le roi descend du véhicule, une rumeur parcourt la foule. Il est vêtu simplement, en blanc, comme pour un sacrifice. Il monte les marches de l'échafaud avec une fermeté inattendue. Ses pas sont assurés, son regard est clair. Il ne détourne les yeux de personne. Un garde tente de l'attacher. Louis refuse. Il se redresse, laissez-moi mourir libre. Ce n'est qu'après l'insistance de l'abbé Edgeworth qu'il accepte les liens. Les tambours continuent. Mais d'un geste vif, il les fait taire. Le silence tombe. Et alors, sa voix s'élève, ferme, claire, sans tremblement. Je pardonne à ceux qui causent ma mort. Je meurs innocent. Je prie Dieu que mon sang n'entache jamais la France. Une seconde de stupeur. Puis les tambours reprennent, plus violents, couvrant ces derniers mots. On l'allonge, le cou inséré dans la lunette. Un murmure parcourt la place. La lame se lève. Un bref éclat métallique. Puis le silence. Puis le choc. La tête tombe. Le corps reste inerte. Le bourreau, Charles-Henri Sanson, saisit la tête ensanglantée, la brandit à bout de bras. Un cri s'élève, vive la République. Certains spectateurs s'avancent pour tremper leurs mouchoirs dans le sang royal. D'autres chantent, dansent autour de l'échafaud. La monarchie vient de mourir. Mais l'histoire, elle, ne fait que commencer. Une couronne dans le sang. La tête est tombée, mais les conséquences ne font que commencer. La nouvelle de l'exécution de Louis XVI se répand à travers l'Europe comme une onde de choc. Dans les cours royales, on réagit avec horreur. Les souverains, pétrifiés par cette mise à mort d'un roi par ses propres sujets, jurent de venger celui qu'ils considéraient encore comme l'un des leurs. Les alliances se forment, les guerres se multiplient. La France révolutionnaire entre dans un engrenage sanglant. À l'intérieur du pays, la mort du roi ne calme rien. Elle attise au contraire les tensions. Les révolutionnaires se divisent. Les plus modérés veulent en finir avec la violence. Les plus radicaux, menés par Robespierre, instaurent la terreur. Des milliers de têtes tomberont. La guillotine, qui a tranché celle du roi, se retournera contre ses propres défenseurs. Louis XVI, quant à lui, emporte dans la tombe une figure double. Pour certains, il restera à jamais l'image d'un roi faible, dépassé par les événements, incapable de gouverner dans une époque qui exigeait audace et fermeté. Pour d'autres, il fut une victime tragique, un homme de paix pris dans un tourbillon de haine, de misère et de révolte qu'il n'avait ni voulu, ni compris. Son exécution marque bien plus que la chute d'un homme. Elle symbolise la fin d'un monde. La monarchie de droit divin, installée depuis des siècles, s'effondre en quelques mois sous la pression populaire. Et dans ce vide naît un nouvel ordre, la République. Un régime encore fragile, encore instable, mais irrémédiablement différent. Plus de 2 siècles après, le nom de Louis XVI continue de diviser. Il est à la fois un roi de l'Ancien Régime et le témoin malheureux de la naissance du monde moderne.
Ni tyran, ni héros, il fut surtout un homme ordinaire jeté malgré lui au cœur d'un moment extraordinaire. Et peut-être est-ce là sa plus grande tragédie, être né pour régner, mais mourir en simple citoyen.